messieurs, j'ai l'honneur d'animer ce panel auquel j'invite monsieur Moussa Mara, qui est ancien Premier ministre du Mali et qui a eu des responsabilités fortes pour encadrer l'administration et reviendra sur le retour d'expérience. J'appelle aussi monsieur Omar Faraj, directeur général des impôts. Monsieur Abdelrahman Semmar, j'attends qu'il le dise. Monsieur Abdelrahman Semmar, directeur des établissements et entreprises publiques. Et puis enfin, pour représenter l'entreprise, c'est Adil Zaidi qui s'occupe aussi de l'animation régionale au sein de la CGM. Alors, le sujet que nous allons essayer de traiter dans ce panel, c'est l'entreprise au service, plutôt l'administration au service de l'entreprise pour passer de ce qui a été ou ce qui est perçu par l'entreprise, à savoir qu'elle est plus au service des exigences et de l'administration. Nous avons des perceptions et nous avons un vécu. Ce que nous allons commencer par faire dans un premier temps, mais rapidement, c'est d'établir dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui et quels sont les retours par rapport à cette situation et qu'est-ce que ça représente comme contrainte et peut-être frein pour libérer le développement et pour permettre à ce que l'investissement soit plus fluide et qu'il puisse produire justement de la création de valeur, création d'emplois et une dynamique socio-économique qui est attendue par nos concitoyens. Je vais commencer par monsieur Moussa Mara pour profiter d'une longue expérience à la tête de l'administration d'un pays qui connaît pratiquement les mêmes contraintes, mais aussi les mêmes évolutions et les mêmes aspirations pour permettre à ce que le développement puisse être plus fluidifié, pour qu'il y ait une instauration de la confiance et pour que l'investissement puisse être aussi bien drainé par les nationaux que les internationaux. Quelle est votre appréciation de la relation, d'une manière générale, entre l'administration comme fournisseur de services et l'entreprise comme acteur économique, mais aussi qui a besoin de cet environnement de l'administration pour pouvoir réaliser ses projets et ses affaires? Merci bien. Je pense qu'il est incontestable dans nos pays aujourd'hui que le développement économique auquel nous aspirons tous soit considéré comme étant dû essentiellement à l'essor du secteur privé. C'est-à-dire, la plupart de nos pays ont fait de la promotion du secteur privé, de l'entreprise, une priorité, au moins dans le discours. Cela est constaté un peu partout. Mais il est aussi évident qu'ici ou là, quand on consulte les entreprises, on se rend compte que l'administration est jugée assez sévèrement. Et ce qui est paradoxal, quand on consulte aussi nos administrations, on se rend compte que les entreprises et les entrepreneurs sont jugés assez sévèrement. Moi, je pense que peut-être le défi essentiel qui se pose à nos pays, c'est d'arriver à faire en sorte que les actes et la réalité correspondent bien à ce discours. Et pour ce faire, il est clair que nous devrons dépasser un certain nombre de situations qu'on constate malheureusement. Je parle de l'expérience de mon pays, mais je pense que c'est à peu près la même chose dans la plupart des pays anciens colonies françaises. Nous partageons une culture administrative assez similaire. Le premier élément qu'il convient de noter et auquel on ne pense pas souvent, c'est que dans nos pays, de manière générale, les décideurs, au sens politique du terme, connaissent peu le monde de l'entreprise. Quand les politiques qui doivent inspirer, qui doivent engager, qui doivent anticiper et orienter ne connaissent pas l'entreprise ou connaissent peu l'entreprise, nous aurons des résultats mitigés en termes de partenariat. Le second élément, c'est que dans nos administrations, cela aussi est une réalité, je pense que
Les responsables de l'administration ici présents pourront peut-être me démentir, mais le monde de l'entrepreneuriat, de manière générale, a mauvaise presse. Nos hauts fonctionnaires, nos administrations ou nos agents d'administration ne sont pas loin de soupçonner chez les entrepreneurs presque la tentation constante de frauder. C'est-à-dire les entreprises ont souvent la réputation de fraudeurs, les entreprises ont souvent la réputation de vouloir contourner les règles, de ne pas les respecter, et donc on a un soupçon quasi permanent qui existe sur les entreprises dans nos pays. Donc c'est là aussi, je pense qu'est clairement un frein dans le partenariat nécessaire entre le monde de l'entreprise et les administrations. Le troisième élément qui est aussi une réalité qu'il faudrait prendre en compte, c'est que souvent dans nos pays, nous n'avons pas de véritable politique économique. Nous avons des administrations qui fonctionnent de manière parallèle avec leurs propres priorités et il n'y a pas forcément une grande homogénéité ou en tout cas une convergence vers un but déterminé en termes économiques. Ce qui fait que nos administrations financières, notamment les impôts, le trésor, la douane, sont essentiellement mues par la volonté de faire les recettes les plus importantes possibles. Et quelquefois au mépris d'autres priorités fixées ou déterminées par le politique. Ce qui amène des incongruités et ce qui amène des difficultés. Donc cela aussi constitue sans doute un biais à la collaboration nécessaire et indispensable entre le monde de l'entreprise et nos administrations. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je pourrais dire sur le constat de la situation actuelle. Alors, ce que je retiens de cette première intervention, c'est qu'il y a d'abord une crise de confiance qui est là, où il y a des reproches mutuels de part et d'autre, qu'il y a un manque de confiance par rapport au respect du côté entreprise et un manque de confiance vis-à-vis de l'administration par rapport c'est-à-dire à son rôle comme fournisseur de services. Vous avez aussi souligné que la préoccupation de l'administration, c'est de dérouler sa mission et parmi les missions principales, c'est de pouvoir augmenter la recette. Donc, ça pose déjà un problème par rapport au rapport et justement, je vais m'adresser à Omar Faraj qui est aujourd'hui directeur général des impôts, mais qui a été... Avant, il a été dans un ministère qui porte l'entreprise et le développement de l'investissement et de l'industrie et du commerce. Donc, il a la double lecture d'avant et aujourd'hui. Avant de, justement, puisqu'on s'adresse à des responsables de l'administration marocaine, dans un rapport du CESE, il ressort qu'effectivement, il y a ce rapport de méfiance, il y a ce rapport qui est vécu comme étant un rapport de force au détriment de l'usager dont l'entreprise fait partie. Est-ce que ces constats sont bien perçus du côté administration et est-ce qu'aujourd'hui, on se préoccupe de pouvoir mieux se comprendre pour mieux avancer? Merci, Serajdi. D'abord, j'ouvre une parenthèse pour la fermer rapidement. J'ai une petite gêne par rapport à l'intitulé du panel. L'administration au service de l'administration, même avec point d'interrogation, pose quelques problématiques. Il faut être très prudent. Il faut avoir beaucoup de précautions en utilisant les concepts. Et la transposition de concepts d'un environnement à l'autre peut induire en erreur. D'abord, ça induit la notion d'un client, de l'usager client, qu'il soit citoyen ou entreprise. Or, c'est des environnements tout à fait différents. À un certain niveau, à un certain âge, je m'entends. Parce que, d'abord, ce client n'a pas le choix, contrairement aux autres clients qui peuvent s'adresser à une offre plus large. Ensuite, il n'est pas sûr que l'administration, dans la meilleure posture et la meilleure attitude possible, puisse donner la prestation que ce client a en tête. Parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des lois qui conditionnent la livraison de cette prestation.
Bien sûr, à un certain niveau, il a le droit d'avoir l'information qu'il faut, que les règles du jeu soient claires, qu'il ait cette prestation dans les conditions les plus objectives, etc. Mais je suis d'avis qu'il faut qu'on prenne un peu de précaution méthodologique en abordant les concepts. Première des choses. Deuxième chose, il y a indéniablement un problème d'efficience du service public, que ce soit la réalité ou la perception. Et je tiens compte beaucoup à l'importance de la perception. Même si la réalité peut être différente, mais la perception qu'a l'autre de mon action est peut-être encore plus importante que la réalité de ce que je donne. Mais à un certain niveau, il faut qu'on puisse admettre entre nous que peut-être culturellement, nous avons un problème général de service. Quand quelqu'un s'attable dans un restaurant, quand il va prendre un ticket d'avion, quand il va pour une prestation bancaire, ce client, dans une relation contractuelle normale, peut avoir des soucis, a souvent des soucis par rapport à la prestation, la qualité de prestation qu'il paye directement. Bien sûr, le même client, le même usager paye la prestation administrative. Il la paye parce que c'est le contribuable qui est. Donc, à un certain moment, il faut que nous puissions poser cette question culturelle du service, du déficit du service en général, et je crois que ça sera un premier biais qui nous permettra de corriger un handicap, un biais qui est très général. Mais le fait, maintenant je reviens au sujet, vous m'excusez cette digression, il y a une crise de confiance qui est certaine, de part et d'autre. On ne va pas jeter la pierre. Je ne veux pas dire qu'elle est partagée, mais je crois que c'est une question d'abord de posture et d'état d'esprit. Et je me dis quelque part que ce conflit, ce malentendu entre l'administration et l'entreprise ne peut pas ne pas exister dans l'environnement que nous sommes en train de créer chaque jour. Parce que, ne serait-ce que, je donne un exemple, le rapport avec le temps est complètement différent. Vous mettez en face à face deux entités dont la relation avec le temps est diamétralement opposée. Pour un fonctionnaire, moi je peux avoir la tentation de calculer le temps pour la fin du mois, les calendriers estivales, la retraite, etc. Alors que pour une entreprise, gagner ou perdre un marché est une question parfois de minutes. Donc déjà à ce niveau-là, nous avons un problème originel. Ajoutons à ça la question de la légitimité. Parce que, moi, d'expérience, j'aurais la velléité de croire que parce que j'ai un numéro de somme, je suis le gardien de l'intérêt général et que tous les autres manqueront de patriotisme par rapport à moi, ce qui est complètement faux, bien sûr. Donc, il y a des éléments qui relèvent du contexte administratif, de l'histoire administrative, etc. Mais il y a un certain niveau pour comprendre le malaise qu'il y a entre l'administration et les citoyens en général, l'entreprise, quelque chose qui relève un peu d'une culture, d'un niveau culturel ou sociologique plus important. C'est des choses sur lesquelles nous pouvons revenir. Je m'arrêterai sur cette question de la dimension culturelle, parce que c'est une question qui ressort, je fais toujours référence au même rapport, qui approfondit cette question de relation administration-usager, et avec sa particularité sur les entreprises, et une enquête sur plus de 1300 entreprises et 3600 citoyens. Et quand on parle de culture, ça peut être un terrain glissant, parce que ce qui est culturel nécessite du temps pour être corrigé. Est-ce que cet état de la culture, et je pose la question d'une manière ouverte et on reviendra là-dessus, est-ce que ce n'est pas le comportement dans la relation
entre l'administration qui a le monopole du service public avec les usagers, qui a imprégné aussi et qui a une influence sur la qualité de service d'une manière plus générale. C'est une question provocatrice, bien sûr. Je pointe l'administration pour provoquer un peu le raisonnement en profondeur. Je reviendrai tout à l'heure. Et cette question de culture, quand elle est étendue, on entend par exemple que la corruption est une dimension culturelle de nos sociétés. Et dans ce cas, on peut légitimer beaucoup de choses. Donc la dimension culturelle peut expliquer des phénomènes, mais si elle est prise comme étant la base, elle peut avoir une réponse qui n'est pas forcément la plus adéquate. On reviendra à ces questions tout à l'heure, mais je passe c'est Abdelrahman Semmar qui a une double position, puisque à la tête des établissements et entreprises publiques, en même temps, il y a des entreprises qui sont concernées par des services, et certains services publics comme les autres entreprises, et ces établissements et entreprises publiques ont des missions de service public. Donc, dans cette position qui est intéressante pour analyser les rapports entre administration et entreprise, comment est-ce que vous appréciez et comment est-ce que vous faites le diagnostic selon les profils des établissements ou des entités que vous chapeautez, et comment est-ce que vous identifiez les points et les contraintes majeures qui représentent le frein au dépassement de cette crise de confiance? Merci Sibachiri. D'abord, merci pour votre invitation pour participer à ce panel, et félicitations donc à la CEGEM pour l'organisation de cette première université. C'est vrai, j'enchaînerai peut-être sur ce qu'a dit Faraj, sur la complexité de cette relation, disons, public-privé. Quand on crée des concepts généraux, quand on dit administration, je crois qu'on peut rater une partie de l'analyse. D'abord, ça n'existe pas. Une administration, c'est des administrations. Et je prendrai à titre d'exemple le ministère des Finances. Prenez les deux directeurs que vous avez devant vous. De par nos missions, nous avons une attitude différente vis-à-vis de l'entreprise. Et vous l'avez souligné, et j'y reviens, l'une des particularités de la direction que j'ai le plaisir donc, de conduire et de piloter, à cette sorte de schizophrénie au sein du ministère même des Finances. Je dois convaincre mes amis établissements et entreprises publiques que je suis d'abord une administration. Je dois contrôler, je dois surveiller la gouvernance, je dois m'assurer de la priorisation des programmes d'investissement, et je m'immisce dans le budget, la commande publique qu'ils adressent à l'entreprise privée, et même jusqu'au paiement de la facture, et ça on va y revenir en détail. Ça, c'est mon discours vis-à-vis des entreprises. Par rapport au ministère et à mes amis directeurs, par exemple, ou même par rapport au ministre, il faut que je porte la voix, que j'ai une population particulière qui est d'abord entreprise avant d'être publique. Et là, c'est l'enjeu. Comment convaincre qu'il faut arbitrer dans le temps entre un dividende, entre un revenu, ou bien un programme d'investissement pour développer. Comment arbitrer dans le temps la gestion d'une crise de trésorerie et la nécessité d'honorer le paiement des uns et des autres. Donc je crois que ça c'était le premier point sur lequel je voulais inciter, sur cette complexité de la chose. La deuxième, et j'enchaîne aussi sur ce qui a été dit avant moi, je crois qu'il y a une très bonne évolution sur les dernières années dans le sens de l'écoute mutuelle, du partage, de la concertation. Ça on ne peut pas, on le voit, il est palpable. Maintenant, je crois qu'on avancera beaucoup si, dans nos sorties respectives, nous ne diabolisons pas les uns et nous n'angélisons pas, je m'excuse du terme, les autres. Je crois qu'on est tous responsables, chacun de notre point de vue, et je crois que nous avons un objectif commun, vous l'avez dit. Administration et entreprise au service du citoyen. On reviendra plus dans le détail. On a entendu
la lecture du côté administration, une lecture qui est assez critique et qui est osée par rapport aux contraintes. Donc il n'y a pas de tentation de s'autosatisfaire de la situation. On passe à l'entreprise, comment elle vit aujourd'hui cette situation et quel est le sentiment en termes d'évolution. Est-ce qu'on est en train d'absorber les problèmes ou on est dans une situation qui se perpétue et qu'on fait du surplace par rapport à cette relation? Merci. Bien, tout d'abord, et là je vais me permettre très franchement d'abonder dans le sens de mon prédécesseur, il ne faut pas de généralisation, il ne faut pas d'amalgame. D'abord, dans l'amalgame, on va dire des choses très simples, j'ai coutume de le dire. Très souvent, on entend patron voyou, fonctionnaire corrompu. Moi, je dis de manière très simple, il y a des patrons et des voyous. Il y a des fonctionnaires et des corrompus. Pas d'amalgame parce que ça dessert, disons, la discussion et le débat. Et en même temps, on ne peut pas généraliser parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'administration. On ne peut pas parler de l'administration de manière générale, plusieurs types d'administration et plusieurs gestions dans l'administration. Et il y a des administrations qui se distinguent par leur performance et par leur efficacité. Alors, très souvent, et c'est là où je vais rentrer ensuite un peu dans l'esprit, très souvent, cela est dû à l'esprit du gestionnaire mis en place. Et c'est là où on a la discussion, parce qu'en fait, ce n'est pas un système qui fait que c'est efficace et performant, c'est la personne qui est à ce poste-là qui le rend efficace et performant. Et si on écarte, disons ça, et qu'on rentre un peu de manière disons, un peu plus centrale, on va dire c'est vrai qu'il existe, on va synthétiser par deux mots, déséquilibre et méfiance, dans beaucoup de cas. Et là, j'écarte les administrations performantes. Je crois qu'on a tout à l'heure, on va en discuter. Malheureusement, des fois, elles ne sont pas distinguées. Et c'est ça où on devra discuter, mais peut-être dans les solutions. Et l'administration aujourd'hui, très souvent, l'administration que je mets maintenant en centrale, c'est par rapport à un esprit, considère qu'elle connaît ce qu'il faut pour l'entreprise, qu'elle sait ce qu'il faut lui amener, qu'elle lui amène tout, mais que c'est l'entreprise qui ne sait pas utiliser les moyens qu'on met à sa disposition, qui est défaillant. Et les entreprises, de leur côté, considèrent que l'entreprise n'est pas assez efficace et ne réagit pas à la vitesse des affaires. D'où cette incompréhension mutuelle et qui amène en fait tout le débat et toutes les critiques parce que ça commence à augmenter. Comme a dit Omar Farage, quand on parle de l'aspect relation client, nous, l'entreprise, on sait parfaitement ce que c'est qu'une relation client. Parce qu'il y a une sanction. Le marché sanctionne positivement ou négativement. L'administration n'a pas cette notion, disons, d'évaluation par rapport à son interlocuteur. C'est peut-être là où le problème se pose. Très souvent, quand on refuse même au niveau de l'administration de considérer la notion d'évaluation, de sanction, de reddition des comptes. Et juste pour terminer, parce que sur ce point-là, au niveau de... Je reprendrai tout à l'heure parce que je crois que ça va être le sujet tout à l'heure. Alors, justement, j'essaye de faire un peu une première, pas synthèse, mais les points qui ressortent le plus. On n'est pas devant une administration, non, on est devant des administrations, que ça dépend de la personne qui est à la tête. Donc, on peut être devant une administration efficace et une autre moins efficace en fonction du pilote qui est à bord. On a plusieurs types d'administration. Le service, quand il n'est pas bien rendu, il n'y a pas de sanction derrière et donc c'est-à-dire on a le choix de délivrer le bon service ou le service de qualité ou pas. Donc, est-ce que le problème n'est pas un problème plutôt structurel? Et je m'adresse à Monsieur le Premier ministre qui a justement
vécu certainement cette problématique qui est celle d'administration au pluriel, en silo, et qui est le cœur de beaucoup de problèmes qui donnent justement cette complexité, et au lieu qu'elle soit absorbée au niveau de la conception du service, ben, elle se traduit dans la vie de l'entreprise qui va aller chercher auprès de toutes ces administrations le bout de service pour constituer ce qu'elle attend. Est-ce que ce n'est pas le cœur du problème, et est-ce que on n'est pas dans justement la culture, entre guillemets, je mettrais qu'on a hérité, la culture administrative qu'on a héritée, nous a pas conduit sur cette hypertrophie de bureaucratie et d'isolement des administrations ou des services publics de manière séparée. Je pense que vous touchez du doigt les réalités. Hein. J'avais commencé par là. Vous avez bien sûr raison d'insister sur le fait que nous n'avons pas une administration. Je pense que les autres panélistes l'ont aussi dit, mais nous avons généralement dans nos pays plusieurs administrations auxquelles les entreprises ont affaire. Et ce qu'il faut déplorer, c'est justement que ces administrations, parallèlement, fonctionnent selon leur propre logique, avec leurs objectifs, qui peuvent être quelquefois contradictoires les uns par rapport aux autres. Et quand on n'a pas un chapeau, ou quand on n'a pas une direction unique, soutenue et animée par un leader qui soit dans cette orientation globale de soutien à l'entreprise, nous avons des distorsions importantes. C'est pourquoi j'ai insisté d'abord sur le niveau politique. Parce qu'avant d'arriver au niveau administratif, il faut d'abord regarder au niveau politique. Au niveau politique, nous avons aussi des insuffisances de collaboration, de compréhension entre le monde de l'entreprise et le monde de nos décideurs. De manière générale, dans nos pays, je pense que c'est le cas ici au Maroc aussi. Et là, il y a des efforts sans doute importants à faire de connaissances mutuelles, d'échanges, d'acceptation des uns et des autres, et d'acceptation des avis des uns et des autres, puisque nous sommes tous à l'échelle d'un pays ou même au-delà dans le même bateau. Nous avons tous intérêt à ce que la collectivité progresse, prospère. C'est là où les entreprises et les citoyens en bénéficieront, et c'est là où sans doute les administrations en bénéficieront aussi. Donc le premier élément, et là j'insiste beaucoup dessus, c'est le niveau politique et le niveau stratégique. Le second élément, c'est la façon dont nos administrations fonctionnent. Et là aussi, je l'ai dit, nous avons beaucoup de lourdeur. Nos administrations fonctionnent sur elles-mêmes. La notion d'efficacité, la notion de service, la notion de résultat en termes de satisfaction des usagers, parce qu'il y a plusieurs résultats. Pour le directeur des impôts, atteindre ses résultats financiers, c'est un résultat. Faire le maximum de revenus, c'est un résultat. Mais faire en sorte que les contribuables soient tous satisfaits des procédures, du contentieux, de la simplification des règles, c'est autre chose. Et la notion de résultat en termes de satisfaction des usagers n'est pas clairement une priorité dans nos administrations. Cela est une réalité. Et donc, il s'agit d'abord de faire en sorte que les administrations aient l'esprit de satisfaction des usagers. Que les administrations sachent que leur raison première d'existence, c'est aussi satisfaire les usagers, pas seulement les contrôler, les sanctionner, s'assurer qu'ils respectent les règles, tout ça c'est une bonne chose, mais faire en sorte que ces usagers aussi soient contents de nos différents guichets, cela participe d'un principe de fonctionnement de l'administration qui n'est pas suffisamment le cas dans nos pays, encore une fois. Donc là, ce sont des enjeux et des défis auxquels il faut savoir faire face, s'organiser pour les adresser de manière efficace et progresser dans les relations indispensables entre le monde de l'entreprise et nos administrations. Avant de revenir à nos responsables nationaux au niveau de l'administration, je reviens vers l'entreprise. Est-ce que le problème, si on veut en quelque sorte prioriser, est-ce que le cloisonnement n'est pas une source principale des difficultés et qui impose un parcours complexe à l'entreprise pour pouvoir réaliser tel ou tel service?
et par conséquent qui absorbe beaucoup d'énergie, plutôt que de consacrer cette énergie au développement de valeur et génération de valeur ajoutée et par conséquent capacité de créer plus de dynamique économique. Bien, en fait, nous remarquons, et on a la possibilité de voir avec les exemples de plusieurs administrations, et là je vais prendre quelques exemples qui ont réussi pour montrer que ça peut exister. Je prends l'Office d'échange, qui, à travers du moment où elle, à un moment donné, elle a travaillé avec des instructions qui donnent une règle claire, posable à tous, pour l'ensemble des administrés, et qu'elle a confié ça à des intermédiaires agréés que sont les banques. Nous avons vu qu'au niveau de l'Office d'échange, au niveau de la réglementation d'échange, au niveau des changes en eux-mêmes, il y a eu une amélioration extraordinaire et que les gens, en réalité, et c'est vrai qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, en réalité aujourd'hui, personne ne se plaint parce que tout le monde a sa dotation de devises auprès de la banque, tout le monde fait des opérations de commerce extérieur sans aucun problème et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Je vais prendre, c'est Omar Faraj est là, dans le cadre de la digitalisation, dans le cadre d'un des services qui peut apparaître comme mineur, mais qui est le paiement, je crois que vous avez participé aussi, dans le cadre du paiement de la vignette, où ça a été externalisé vers les banques. Aujourd'hui, c'est une performance, et les gens, alors que c'était quelque chose de terrible, les queues qu'il y avait pour payer la vignette, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement anodin et que les gens font. Beaucoup de services au niveau de la DGI ont été externalisés ou digitalisés, et nous sommes, ce qui est important, une loi, une règle claire, et que les gens puissent savoir qu'est-ce qui les attend. En fait, c'est la procédure, il faut d'abord qu'elle soit connue. Après, on peut essayer de la simplifier, mais d'abord qu'elle soit édictée clairement et avec des règles. Donc, une procédure, quelle qu'elle soit, publiée, opposable et appliquée de la même manière par tous et partout et pour tous. Donc, c'est Omar Faraj. Par rapport à cette question de cloisonnement, vous avez fait certainement beaucoup par rapport à tout ce qui concerne de manière intrinsèque l'administration où vous êtes. Est-ce qu'il y a des procédures où plusieurs acteurs interviennent et sur lesquels quels sont les freins pour pouvoir avoir les mêmes avancées par rapport à ces procédures partagées entre plusieurs administrations? Bon, d'abord, je voudrais préciser quelque chose. On a parlé tout à l'heure d'une manière générale. Si vous me posez la question, moi, directeur général des impôts, quelle est ma position par rapport à l'entreprise? Moi, je suis clair et définitif. Ma prospérité dépend de la prospérité de l'entreprise. Quelque part, je suis le sleeping partenaire de toutes les entreprises. Actif. Actif. Ah, un partenaire, c'est ce que j'ai dit. Sleeping, vous êtes actif plus que sleeping partner. Non, donc la question ne se pose même pas. Pardonne-moi, c'est actionnaire dans toutes les entreprises. Donc, de référence. Donc, Léa, j'ai l'habitude, je dis parfois, pas pour plaisanter, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse réaliser. En fait, pour plaisanter moi, ce n'est pas la recette fiscale qui va faire le développement. C'est le développement économique et social et le développement humain qui est la base demain de la recette fiscale, pour simplifier. Deuxième chose, on a parlé de l'histoire de la digitalisation. Moi, dans mon esprit, dès le départ, la digitalisation n'est pas un service, n'est pas une fleur pour l'entreprise. Ça n'a pas été conçu dans ce sens. Pas du tout. Moi, pragmatique, moi, je ne vois pas pourquoi un chef d'entreprise, pourquoi quelqu'un qui a une boutique va fermer sa boutique, venir perdre 2 jours dans les couloirs, il perd son chiffre d'affaires de la journée, moi je suis perdant avec lui. Donc, et puis,
je trouve dommage, on reviendra sur ça, qu'on puisse encore en 2018 parler de la nécessité de la digitalisation. C'est comme si on parle, est-ce qu'il est de l'utilité de l'électrification ou de l'accès à l'eau potable? Ça, c'est des choses complètement à côté. C'est nécessaire, c'est évident, c'est tellement évident que... Mais ce n'est pas notre finalité. La finalité de tout ce qui a été fait, c'est d'avoir les instruments pour créer plus d'intelligence économique, sociale, etc. On ne peut pas le faire si tu n'as pas de base de data pour pouvoir faire un travail de conseil, par exemple, au gouvernement, au Parlement, parce que c'est eux qui font la politique fiscale, et de piloter différemment notre opération. Bien sûr, tout ça a un impact sur l'entreprise, mais ça profite encore plus, je peux le dire, à l'administration. On reviendra peut-être dans le détail. Certainement. Vous avez parlé de la question de la sanction, c'est une question essentielle. C'est une question essentielle. Je ferais remarquer une chose, moi je trouve. Si on prend le système de notation dans l'administration publique, 90% des fonctionnaires sont notés dans l'excellence. 18, ça commence à 18 sur 20. Donc, moi je veux bien, c'est l'objectif, à une seule condition, c'est que ceux qui profitent de la prestation publique puissent le reconnaître. Si c'est reconnu, bien c'est bien. Mais on est quelque part dans une attitude un peu bizarre où on se donne des autosatisfactions, je ne peux pas, alors que notre environnement, ceux qui bénéficient de notre prestation, qui nous payent pour ces prestations, puissent la juger différemment. Que ce soit réel, comme dit, je le répète, que ce soit réel ou c'est une question de perception, c'est un problème. Et c'est un problème essentiel. Tout à fait. Donc, je retiens, il faut avoir une clarification des procédures et leur application. Il faut avoir la digitalisation, et on y reviendra. Mais il faut, la simplification, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on va simplifier. Et dans des comités qui ont été mis en place et qui ont duré pendant plusieurs années, avec plusieurs formes et plusieurs itérations, on était arrivé à un moment donné à la conclusion qu'il faut simplifier la procédure de simplification des procédures. Donc, c'est SMAR, on va passer peut-être au volet qui est aussi important, parce que c'est un volet qui est une source de développement, c'est la commande publique. Et l'investissement public représente une valeur très importante et un pourcentage du PIB qui est de l'ordre de 30 à 32%, mais qui n'a pas d'impact sur... il y a une décorrélation entre ce niveau d'investissement et le développement du pays. C'est aussi un cadre de relation, mais un cadre avec des enjeux extrêmement importants. Si la commande publique est orientée économiquement pour créer de la valeur, ben, on aura la corrélation qui s'établit. Si la commande publique est perçue, dans le meilleur des cas, comme un moyen de sourcing pour l'administration, au pire comme des moyens d'exercice de pouvoir et d'exercice de pouvoir de manière illicite, et ça nous ramène vers les questions de corruption, ça détruit la valeur et ça détruit les capacités et bien entendu le rendement des investissements tel qu'on le constate dans les différents rapports. Comment les établissements publics qui représentent une part importante de ces 32%, comment est-ce qu'ils agissent et comment votre direction, c'est-à-dire compte encadrer, parce qu'aujourd'hui le constat c'est qu'il y a beaucoup de déperditions, encadrer et orienter et accompagner pour que la commande publique puisse être mise sur la voie de la production de valeur économique. Merci. Allô? Oui, si vous permettez, Sidi Bachir, avant peut-être d'aller sur ce point nodal qu'est la commande publique, j'aimerais revenir sur droit à 3 petits points, juste pour nuancer peut-être les propos.
Je reviens à ce que dit mon ami de droite sur cette problématique personne-institution. C'est vrai dans le public, il y a des porteurs de projets d'innovation. C'est aussi vrai dans le privé, comme on peut avoir des défaillances. Je crois qu'on avancera mieux si on dépersonnalise ces responsabilités par des procédures, comme vous dites, parce que je dois institutionnaliser et rendre transparent les procédures. Je les impôts, la valeur ajoutée. Mais je crois que ce qui est en train de faire, procédure, ça vient de sortir cette semaine, clarification, communication et affichage, pour que les gens puissent rendre compte. Deuxième nuance que je voulais introduire, on ne peut pas dire que l'entreprise est sanctionnée par le marché et l'administration n'est pas sanctionnée. L'administration est sanctionnée. Et peut-être peut sanctionner politiquement, elle est sanctionnée au niveau de ce haut responsable. Il y a des choses qui bougent. Au jour le jour, vous pouvez nous demander combien de gens nous aussi en bonne discipline ou la formule, les gens qui ont été sanctionnés. Là aussi, il y a une certaine reddition de comptes qui est en train de monter, qui peut être améliorée, donc ça existe. Troisième petite précision, quand vous parlez de cloisonnement, on ne peut que le constater. Mais on doit aussi constater qu'il y a des efforts qui se font en la matière. Hier, une entreprise de la promotion, quand je me dis ça, est-ce que je vais sur CMPE, est-ce que je vais sur l'ancien AMDI, est-ce que je vais sur l'OFEC, etc. On a une avancée quand même. L'investissement, ce n'est pas possible ce qui est en train d'être vécu par un futur investisseur. Je crois que le chantier lancé de la charte, le chantier des futurs CRI, je crois, c'est des choses qui avancent et on doit en prendre compte. Je reviens à votre question. C'est un point qui est important avant de passer à autre chose. En fait, au-delà des fusions, on ne va pas pouvoir fusionner toutes les administrations. C'est le travail de manière articulée, chaque administration avec sa mission et de manière articulée pour arriver à délivrer le service de manière intégrée. C'est ça l'objectif. Et je crois que des formules, par exemple, comme le CNEA, la Commission nationale de la gouvernance, constituent de bons exemples pour avancer sur les choses, parce que là, on a cette vision, on a ce regard croisé, qui peut-être on n'est pas toujours d'accord, mais quand même, on a les points de vue en place. Je reviens à votre question centrale sur la commande publique, de quoi on parle. Je vous fais part de données qui concernent la direction des entreprises publiques. J'ai un secteur public, vous le savez, 210 établissements, 44 sociétés publiques et qui ont plus de 580 filiales et participations. Ça représente quoi? En termes d'achat, quand j'investis en tant qu'entreprise publique, ou bien quand j'achète des prestations pour mon fonctionnement, ou bien des produits pour mon fonctionnement, c'est quelque chose qui a atteint les 200 milliards. 70 milliards à peu près au titre de l'investissement et 130 pour tout ce qui est des achats, des prestations et des produits. C'est un chiffre, vous l'avez dit, quand même, qui est important, qui constitue l'essentiel de la commande publique. Maintenant, on peut avoir des faiblesses. Est-ce que la part de la PME est respectée? Est-ce que la part de l'entreprise nationale est respectée? On peut avoir. Je vous l'ai dit, en tant que direction, nous avons une responsabilité dans tout le processus. On en est redevable dans la programmation, comme j'ai dit, jusqu'au paiement. Et là, donc, si vous voulez, on peut revenir un peu plus en détail sur cette problématique de délai de paiement. C'est une question centrale. Au fait, justement, est-ce qu'on ne s'est pas perdu dans des approches et des indicateurs qui ne sont pas forcément les plus pertinents? La part de la PME, la part de... est-ce qu'on a des mesures de la création de valeur économique, c'est-à-dire la valeur ajoutée locale? C'est ça la vraie mesure. Ce n'est pas quelle est la taille de celui qui a soumissionné. Si quelqu'un fait du négoce, ben, il va amener une offre avec un contenu en importation qui est très important et bon, ce n'est pas ça ce qui devrait être recherché. J'y reviens. Justement sur cette question de mesure. Sur la question de mesure, vous avez parfaitement raison. Nous n'avons pas assez, je crois, d'instruments, d'outils, et je dirais communs. C'est des choses, je crois, sur lesquelles le public et le privé doivent se pencher. Par contre, je reviens à une problématique essentielle que vous avez soulevée, cette problématique de l'ICOR et du taux d'investissement versus taux de croissance. Je crois que c'est quelque chose qui nous a challengés au ministère de l'économie et des finances,
au HCP, au CESE. Nous avons été ensemble à travailler sur ça. Comment expliquer? Je suis au Maroc, parmi les taux les plus élevés du monde. J'ai atteint 32% à un moment. Je suis à 28%. Et j'ai un taux de croissance qui oscille entre les 3,5, 4, 4, 1. Je crois que l'une, je ne dis pas qu'on a trouvé la solution, mais l'une des problèmes, je crois des explications possibles, rappelez-vous 2008, rappelez-vous la crise, rappelez-vous la réaction du gouvernement à ce moment. C'était de dire, par rapport à une crise, j'agis sur la demande interne. Ça s'est justifié. Vous vous rappelez, on a amélioré les salaires et l'IR, et on a encouragé l'investissement public. Depuis 2008, les commandes en termes d'investissement public étaient énormes. Maintenant, où est-ce qu'on a investi? C'est ça. Est-ce qu'on a investi dans des unités de production, ce qui n'est pas le cas, ou là dans des réseaux, dans des infrastructures qui ne sont pas rentables à court terme? Quand vous êtes dans le programme des routes, 15 000 km de route, n'attendez pas de rentabilité immédiate. Mais ça a un impact indirect. Quand vous êtes dans 1800 km d'autoroute, n'attendez pas un impact immédiat. Ça va la même chose sur les réseaux d'électricité, on peut en parler, le ferroviaire, le LGV. Je retiens qu'il y a deux volets. Il y a deux volets. Il y a un volet de l'orientation de la dépense de manière à ce qu'elle soit plus productrice de développement. Et le deuxième volet, c'est une fois qu'on a orienté, comment est-ce qu'on fait réaliser et comment est-ce qu'on fait participer la valeur ajoutée locale. Justement, sur ce sujet-là, Monsieur le Premier ministre, quelle est l'approche qui permettrait à nos pays de profiter de l'investissement public comme un vrai levier? Et est-ce que, bon, une problématique est posée, laquelle je reviendrai vers nos autres panélistes, une problématique qui est celle du cadre de référence, le cadre juridique de référence pour la commande publique. Est-ce qu'il faut qu'il reste comptable et juridique, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un cadre beaucoup plus économique? Je pense que dans ce secteur, ou en ce qui concerne la commande publique, comme dans d'autres domaines, nous avons toujours besoin d'une inspiration qui vienne du plus haut niveau de nos États. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un fait qui est réel, la commande publique est souvent l'occasion de beaucoup de corruption. Parce que passer par des entreprises étrangères, ça laisse moins de traces que profiter aux entreprises locales. Et souvent, les agents véreux qui souhaiteraient utiliser ce moyen pour s'enrichir privilégieront volontairement des entreprises les plus éloignées possible du pays pour pouvoir laisser le moins de traces possible. Cela est une réalité qu'il faut clairement noter. Et donc je pense que le cadre inspirant, l'orientation, les ambitions pour faire de la commande publique un véritable levier de développement économique de nos pays doit venir du niveau le plus élevé de l'État. Ensuite, nous devons avoir un cadre juridique, des règles, des textes et un dispositif institutionnel qui s'assure que ce qui est fixé par le plus haut niveau est bien suivi à tous les niveaux d'exécution de la commande publique, y compris au niveau des territoires, des collectivités locales. Il ne faut pas seulement regarder au niveau de l'administration centrale ou des entreprises publiques, mais il faut aussi aller jusqu'au niveau des collectivités locales, parce qu'à tous ces niveaux, nous avons des occasions de créer des leviers permettant de faire bénéficier les entreprises locales, nationales, de l'effet de cette commande publique. Cela est une réalité. Il y a aussi un élément important que la commande publique devrait permettre de générer dans nos pays, c'est de créer des effets structurants de nos économies. Nous avons des besoins de logement importants partout, mais souvent dans nos pays, nous n'avons pas d'industrie de logement, au sens de capacité sur l'ensemble de la chaîne des logements, d'avoir des capacités de production en quantité suffisante pour faire face à nos besoins intérieurs. Le fait pour un État de lancer la construction de 100 000, 200 000 logements, de confier cela à une entreprise étrangère, ça peut être un manque à gagner important. Et si on le faisait parce qu'on ne dispose pas de capacités internes intrinsèques, on peut mettre en place un certain nombre de dispositifs pour que cette commande publique-là aide le pays à se structurer pour que les prochaines
commande à venir puisse permettre aux entreprises locales d'en bénéficier. C'est valable pour les routes, c'est valable pour d'autres domaines. Ça va des investissements jusqu'au fonctionnement. Et ça peut aller jusqu'à l'artisanat local, les petites entreprises, les moyennes entreprises locales. Donc il faut que ça soit inspiré au niveau le plus élevé de nos États, qu'il y ait des règles précises en la matière et qu'il y ait un dispositif institutionnel pour s'assurer que cela soit le cas, parce qu'à tous les niveaux, nous aurons des réticences. Je me rappelle quand j'étais Premier ministre, j'avais souhaité que, dans un premier temps, toutes les dépenses des ministères en termes d'ameublement qui pouvaient être satisfaits par l'artisanat local soient passées au bénéfice de l'artisanat local. Mais j'ai été confronté à énormément de difficultés de nos administrations. Et je pense que ce serait le cas ailleurs. Donc il faut que le niveau politique en soit convaincu, oriente, et ensuite qu'on mette des dispositifs en place pour que cela se traduise concrètement sur le terrain. Donc je retiens, ça doit être au plus haut niveau de décision, de manière à mieux orienter, et derrière mesurer quel est le taux en importation, quel est le contenu en importation et le contenu en valeur locale dans ce qui est réalisé. Il ne suffit pas de choisir une entreprise locale, mais il faut qu'elle-même n'aille pas importer. Omar Faraj, par rapport à cette question, vous avez été au ministère du Commerce et de l'Industrie qui avait des ambitions déjà à l'époque pour impulser une dynamique par rapport à cette question, en restant sur cette question de la commande publique et son rôle comme levier principal de développement, dans la mesure où ça représente la part la plus importante de l'investissement dans le pays. Deux choses. D'abord, je veux revenir sur l'encadrement de la commande publique. Je peux avoir mon point de vue en tant que coordonnateur sur plus de 20 ans. Je me suis toujours posé la même question que toi. Est-ce que la commande publique, est-ce que la dépense publique est un acte économique ou juridique? J'ai ma propre conviction. Mais parfois, il y a des choses qui me semblent bizarres. Et pour parler concrètement, prenons le cas, moi je prendrais le cas de la Direction générale des impôts, comme cas d'école. Si je prends la dépense chez moi, c'est quoi? En dehors de la masse salariale, c'est quelque chose comme 140, 150 millions de dirhams pour faire fonctionner un réseau sur le territoire et l'investissement. Je ne peux pas acheter 3 jours de formation sans perdre une année en procédure administrative. Très bien. L'État va sauvegarder ses données, c'est très bien. Je ne peux pas le blâmer. De l'autre côté, je prends la recette. C'est 150 milliards de dirhams. Et sur beaucoup de choses, mes équipes et moi, nous sommes en train de nous asseoir autour de la table avec des entreprises pour transiger chaque jour. C'est des centaines de millions de dirhams. Personne n'est avec moi sur le tour de la table. Demain, si je me réveille un matin pour dire tiens, je vais commencer une carrière de voleur, je vais aller à la dépense. Combien je vais prendre hein? On n'a pas entendu ce que... Clé, demain, si je me réveille un matin pour commencer une carrière de voleur, je vais aller à la dépense. Je vais voler combien sans que les gens se rendent? Et je ne dis pas que l'État ne doit pas mettre les règles parce que sur les contrôles a priori, sur les formalismes, on a tout essayé. Ça ne sert absolument à rien. Et moi, mais ça n'engage que moi. La question de la conformité juridique, pour moi, personnellement, c'est le degré 0 du management que l'État met en place. Quand on me dit il faut prendre le moins 10 ans, moi, sur 2 choses, je ne prendrai jamais le moins 10 ans. Sur la data et sur la formation des maisons. Donc, je reviens au ministère de l'Industrie. Au ministère de l'Industrie, il y avait je crois que c'était toujours valable. On était présent à l'époque dans tous les grands marchés publics. Pourquoi? Quelle était la finalité? Non, le ministère de l'Industrie.
Mais quelle était la finalité? C'est pour justement, avec les établissements publics, avec les administrations, de leur donner l'état de ce qui est produit localement. Pour dire, messieurs, sur ce créneau donné, pour ce produit donné, voilà qui produit quoi au Maroc. Pour justement, ne pas parler de préférence nationale de cette manière, mais au moins les décideurs au niveau des marchés publics avaient la cartographie de la production industrielle au Maroc. Et je crois que cette pratique, je ne sais plus si était complètement écartée. Et je crois qu'il y a de bonnes choses. Il y a des choses, de bonnes pratiques qu'on a oubliées en cours de route et qui avaient une philosophie particulière. Je crois qu'il faut qu'on les repense dans ce sens. Alors je confirme que la conformité juridique n'empêche pas les pratiques, notamment de corruption, et plusieurs rapports ont confirmé ça. Et ce qui a été recommandé, c'est plus de responsabilité, plus de contrôle a posteriori, avec plutôt des règles et plutôt des systèmes de gestion interne qui sont plus appropriés. L'entreprise, comment elle vit, l'accès à la commande publique, le déroulement de la commande publique, l'aboutissement des réalisations, la réception et ensuite le paiement et le délai qui la sépare depuis. Large programme. Effectivement, et là aussi, donc, tu as raison de le dire, parce qu'en fait, c'est deux aspects. Il y a premièrement un aspect, comme tu dis, de forme, et un aspect depuis la commande publique, la prise de la commande publique, jusqu'à sa réalisation et son paiement, comme tu le dis. Ça, je vais en parler juste après. Mais juste pour dire, la commande publique peut être un formidable catalyseur pour l'économie marocaine et pour l'industrie marocaine. Et donc déjà, dans son esprit, comment assurer une approche pour que cette commande publique serve de catalyseur et peut permettre à l'industrie marocaine de se créer ou de se développer. Et ça vient par une rationalisation et par un niveau de volume, de quantité. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, la commande publique est atomisée. Il n'y a pas bien qu'il y ait une centralisation, bien, il y a une loi de finances, il y a une centralisation des budgets, mais la commande publique est totalement atomisée et n'a pas un esprit pour aller vers la création de valeur. Elle a un esprit, comme tu as dit, de satisfaire les besoins de l'administration. Normalement, on devrait prendre en considération un aspect, disons, quantitatif, un aspect taille limite, pour pouvoir assurer ce développement. C'est-à-dire que des fois, quand les quantités ne le permettent pas, pourquoi ne pas avoir des accords cadres sur 5 ans pour permettre à une industrie de se créer, de se développer, de s'amortir et aussi de se substituer à des importations. Donc je crois que là, c'est un sujet qui est assez vaste, mais déjà, quantité, voire taille critique minimum, et pouvoir avoir des accords cadres sur plusieurs années. Maintenant, effectivement, quand il y a la commande publique, il faut y satisfaire, et l'entreprise, aujourd'hui, déploie beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Parce que la réglementation, la procédure telle qu'elle est nécessaire pour assurer une certaine transparence, pour assurer qu'il n'y a pas de déperdition dans la dépense publique, etc. Maintenant, il faut quand même relifter tout ça, relooker tout ça, revoir en profondeur. Un entrepreneur, quand il se présente à la commande publique, commence déjà par déposer un dossier avec des cautions. Caution provisoire, caution définitive, retenue de garantie. Aujourd'hui, il est interdit de mettre une date sur les cautions. Ils doivent rester ad vitam. Il est très compliqué de les récupérer. Parce que je vais mettre là l'administration avec un grand A pour généraliser. Donc là aussi, pourquoi? Il n'y a pas de visibilité. Théoriquement, alors si, moi je vais être clair, quand il s'agit d'une commande qui est faite vis-à-vis de l'étranger, il y a une visibilité, on suit les règles, parce que sinon on ne peut pas le faire. Un crédit documentaire
qui demande comment ça va être payé, dans quelles conditions, contre tel document, etc. Pourquoi ce n'est pas le cas pour l'entreprise marocaine qui, a priori, est plus faible et plus petite? Ensuite, il y a l'aspect réception et il y a l'aspect paiement. Et au niveau du paiement, là aussi, ça peut, on le sait, ça peut dégénérer et représenter un véritable gouffre, voire des entreprises tomber en faillite parce que le paiement dépasse les limites. Tout ça, il y a un moment ou un autre, il faut s'asseoir et pouvoir en discuter et voir comment, dès le début, parce qu'il n'y a rien qui empêche, la preuve, on sait le faire avec l'étranger, pourquoi on ne sait pas le faire avec les entreprises marocaines? Donc c'est là où le bas blesse. Et ça, c'est sur cette forme qu'il vient. Je ne rentre même pas dans tous les aspects, comme on a, je veux dire, la corruption, les prébendes, tout ça, je ne vais pas rentrer. Déjà, si on a une règle qui est claire, je reviens sur une règle qui est claire, une règle édictée, une visibilité, vous supprimez beaucoup de sujets. Et là, je vais revenir juste sur un point, parce que pour préciser, des fois je suis d'accord, des fois je ne suis pas tellement d'accord. Vous avez parlé du CNEA, aussi des CREA, les comités régionaux d'environnement des affaires, le comité national de l'environnement des affaires. Il faut quand même aussi voir ça sous l'angle de la pratique. Dans beaucoup de régions, ils ne se réunissent jamais. Quand on se réunit, ben, je vais vous dire comment ça se passe. Vous avez le Wali qui parle, vous avez le président de région qui parle, vous avez tous les gouverneurs qui parlent, vous avez les présidents de communes qui parlent, vous avez toutes les administrations qui parlent, et à la fin, quand tout le monde est fatigué, on dit l'entreprise, est-ce qu'elle a un mot à dire? C'est ce que j'appelle moi la concertation de façade. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de cette concertation de façade. Il faut une concertation efficace et qui touche du doigt les vrais sujets. On a aujourd'hui, au niveau, là aussi, de l'administration dans un grand A, elle a peur de lâcher la main. Elle ne veut pas lâcher la main. Donc on garde les choses entre les mains. Même les séries aujourd'hui, nouveau modèle, c'est le ministère de l'Intérieur en région qui, à travers le Wali, qui lui est le président de CRI, le CRI dépend de l'administration et le privé n'a qu'un représentant sur 18 au niveau du conseil d'administration. Je crois que là aussi, si on veut aller, et quand on parlait tout à l'heure qu'il y ait une certaine évaluation, il ne faut pas avoir peur que ce conseil d'administration du CRI, il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs que des gens de l'administration, parce qu'en réalité, c'est les gens de l'administration qui doivent être évalués, entre guillemets. Donc, lâcher la main, on a du mal aujourd'hui à le faire. Donc je retiens qu'il y a des problèmes au niveau de la pratique. Avant de penser à la réforme du cadre juridique qui régit la commande publique, mais vous avez parlé aussi de l'aspect de l'environnement des affaires d'une manière plus générale. Il faut qu'au niveau de la pratique, qu'on ait ces SMAR. Comment est-ce que, à ISO législation, comment est-ce qu'on peut mieux protéger au fait l'intérêt de l'établissement public tout en protégeant l'intérêt de l'entreprise, dans un équilibre de relations. Et généralement, quand on protège l'entreprise, on protège l'intérêt de l'établissement. Je m'exprime. Dans les rapports, là encore, qui ont été produits, il est ressorti que dans les commandes concernant des secteurs connus, on a c'est-à-dire un manque à gagner de 30% chez l'administration. L'administration paye 30% plus cher que le secteur privé qui est dans les mêmes activités. Donc en mettant des contrôles très serrés, en mettant des contrôles, c'est-à-dire que le management est sous tutelle, on aboutit au résultat inverse de ce qui est recherché. Comment est-ce qu'on peut protéger justement ses intérêts et protéger l'entreprise, parce que les 30% viennent du fait de couvrir les risques et couvrir les surcoûts qui sont, y compris les pots de vin qui sont donnés et autres surcoûts. Comment on peut, en pratique, permettre à ce qu'il y ait plus de fluidité, qu'on n'attende pas une année pour acheter 3 jours de formation,
pour que l'entreprise puisse exécuter dans les normes, qu'il n'y ait pas d'abus en termes d'interprétation des marchés et des cahiers de charges où on prend un mot et on peut lui donner une interprétation extensive. Comment est-ce qu'on peut aller dans un sens de protection de cet environnement de la commande publique? Merci. Je crois qu'on est en plein dedans en ce qui concerne donc cette question de commande publique, peut-être sur le processus dans sa globalité, un peu sur l'aboutissement, la problématique des délais de paiement in fine. Sur le processus, c'est vrai, et vous avez utilisé le terme à isopérimètre. Dans l'état actuel des choses, le carcan, et je répète, le carcan juridique actuel fait que l'encadrement juridique prime sur l'encadrement économique. Moi, je sais que parmi vous, il y a des entreprises que des contrôleurs chez moi, ou bien des trésoriers chez moi, trésoriers payeurs, ont gêné parce qu'ils ont appliqué à la lettre une nomenclature qui exige, un décret qui exige et une loi qui est là. Maintenant, la réflexion à un niveau plus élevé. Je reste dans le cas des entreprises publiques. La loi actuelle, restant dans l'isopérimètre, dit, messieurs les responsables des entreprises publiques, vous avez un contrôle d'accompagnement où on ne vise plus avec vous, vous assumez. C'est une loi qui est venue en 2003. Personne n'a opté pour le contrôle d'accompagnement. Il est décrié, il est dénigré. Vous avez toutes les critiques possibles. Personne ne l'a fait. Le ministère de l'économie et des finances, j'ai un ami qui était là dans un autre poste au sein du même ministère, a imposé à une dizaine d'entreprises publiques le contrôle d'accompagnement. Il leur a dit, c'est pas possible qu'on ne donne pas l'image, on décrit le contrôle, mais on ne veut pas s'en libérer. Personne n'est venu demander après ces 10. 2012, la Constitution, la reddition des comptes, on a senti les gens tiennent à ce contrôle malgré ces failles. Maintenant, ce que le ministère des Finances est en train de préparer, ça n'engage que moi. Monsieur le ministre s'exprimera peut-être demain. On est en train de préparer un projet de réforme, vous l'avez dit. Ne plus tomber dans le contrôle, je m'excuse, des stylos et du papier, mais des projets et du résultat. Primo. 2, ne plus laisser la possibilité ou non au patron de l'entreprise d'aller vers le contrôle a posteriori, mais lui imposer un horizon pour y aller. Ça, c'était au niveau, je dirais, global. Maintenant, concrètement, ce qu'on est en train de faire, vous l'avez suivi, le in fine de la commande publique, c'est de la valeur, c'est de la création de richesse, de l'emploi, mais que l'entreprise soit payée au moins pour ce qu'elle a fait. Et là, vous avez vu les évolutions qui ont eu lieu depuis l'été, donc suite aux orientations royales. C'est vrai qu'on a parlé de l'administration des collectivités territoriales, mais les établissements entreprises publiques étaient aussi là. Et vous avez donc vu la réaction donc, du ministère récente, la semaine dernière, sur le plan concret, ce qui est en train d'être fait avec la CGM. Pour certains, c'est une sorte de plateforme où chaque entreprise, chaque fournisseur peut interpeller de manière transparente l'établissement d'entreprise publique pour laquelle il travaille. Il y aura une reddition de comptes sur ça. Donc ça, ce sera un projet qui est en train d'être finalisé, notamment avec la CGM. Le deuxième, je crois, point important et concret, c'est qu'on réactive l'observatoire et que vraiment, vous l'avez vu la composition, je crois que ça peut être une enceinte. On appréhende cette problématique de manière intégrée. On peut proposer des solutions. Merci. La plateforme de suivi, elle sera lancée quand? La plateforme de suivi des délais de paiement, elle sera lancée quand dans la pratique? Techniquement, nous sommes prêts. On l'a même testé. Tous les établissements. Micro. Pardon. S'agissant de la plateforme, je rappelle que c'est un projet qui a commencé il y a plus d'un an, que nous avons eu une concertation donc, avec d'anciens membres de l'équipe CGM. Suite aux élections, nous sommes en contact pour la représenter une deuxième fois. Nous disons, c'est une plateforme qui a été testée
avec des entreprises, avec des établissements, avec l'accompagnement d'un consultant externe, avec nos services donc, informatiques du ministère. Je crois qu'on a toutes les chances. On est prêt à la lancer dès aujourd'hui. Si vous avez la dernière circulaire du ministre des Finances, on avait dit avant le 1er octobre. On va l'interpeller demain. Monsieur le Premier ministre, par rapport à cette question, avant de passer à la salle et d'interagir avec la salle, qu'est-ce qu'il est possible de faire justement pour la même question, pour protéger l'intérêt de l'administration et donc l'intérêt général, puisqu'ils sont censés être confondus, et l'intérêt de l'entreprise qui intervient dans le cadre des commandes publiques? Bon, je pense que chacun a sa manière à toucher du doigt un peu les enjeux. Au-delà de tout ce que j'ai dit, je pense qu'il faut que nous allions vers la simplification des procédures. Nous allions vers un peu plus d'utilisation des technologies, plus de transparence. Les États, de manière générale, s'orientent dans cette direction déjà. Je pense que c'est une réalité, il faudrait les accélérer pour que progressivement, quand les États achètent, que ce soit aussi efficace que quand une entreprise lambda achète. C'est possible si on se fixe ces objectifs et si on se dote de cadres juridiques appropriés et surtout si on met en place des institutions en mesure de procéder à ces accompagnements et à ces contrôles. Mais au-delà de tout ça, comme je l'ai dit à chacune de mes interventions, il faut que l'inspiration au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau politique, soit constante en la matière, que cette inspiration soit une inspiration pro-entreprise, pro-pays, faire en sorte que l'action de l'État soit au service de la création de richesses dans le pays, soit au service de la protection des créateurs de richesses dans le pays, et que l'État, à travers l'ensemble de ses démembrements, s'inscrive dans une véritable dynamique de servir les usagers. Et parmi ces usagers, les entreprises doivent avoir une place de choix. Monsieur Omar Farage, avant de passer la parole à la salle, un avis par rapport à cet aspect de commande publique, et puis aussi parce qu'on a parlé de l'environnement des affaires d'une manière générale et le service par conséquent à l'entreprise. Je voudrais nuancer, le CNEA fonctionne plutôt bien. Il y a un projet de refonte du cadre de gouvernance pour aller encore mieux, mais on peut témoigner qu'il y a une participation, même si le nombre de représentants de l'entreprise n'est pas très important, mais l'écoute est là et l'avis de l'entreprise est bien présent dans cette enceinte. Les créas qui doivent être aussi importants au niveau régional doivent avoir une gouvernance beaucoup plus adaptée et doivent sortir de la logique qui a été décrite par CISEID. C'est Omar Farage. Vous voulez mon point de vue sur la CNEA, sur... oui, bien sûr, puisque moi, ma vous première faites partie réunion dans le cadre de la CNEA, je crois que tu étais présent, moi j'ai eu un petit malaise. Parce que j'ai eu l'impression que tout ce qui nous intéressait, c'est notre classement au mondial. Et c'est un billet qui peut être nécessaire, mais un peu dangereux. Parce qu'on va plus travailler sur comment améliorer les indicateurs pour mieux être classé. Moi, je peux vous assurer que la question du classement ne m'a jamais... L'essentiel, c'est la qualité de notre travail. C'est la qualité de la prestation. C'est un constat. C'est la prestation, c'est les services, c'est les méthodes sont bons. On va gagner. Bon, bien sûr, cette mondialisation nous donne un benchmark, nous donne un parcours, nous donne un certain nombre de choses. Mais il faut surtout, d'ailleurs, dans le cadre d'Yaldowen Business, si je paierais du paiement de taxes, vous le savez, on est passé du 89e place à 26. À la 25e place mondiale. Oui. Mais ça n'a pas été l'objectif, ça n'a jamais été l'objectif. L'objectif n'a jamais été là. Vous parlez de la réforme. Il y a une nécessité de la réforme. Je crois que c'est ça que vous voulez qu'on conclue avant de passer. Bien sûr, le pilotage politique est primordial. Bien sûr, cette approche personnalisée ou circonscrite a des limites. Il faut le comprendre parce que
Prenons un cas concret. La DGI. On est allé au bout et on va aller jusqu'au bout de la digitalisation. Quand il y a un acte circonscrit dans le périmètre de la DGI, c'est bien. Mais quand un acte va traverser, pour un citoyen, va traverser plusieurs départements, on a un problème, parce qu'il y aura une rupture de logique. Donc, si à un certain moment, il faut qu'il y ait cette réforme d'ensemble, sinon ça ne sert absolument à rien. Bon, ça va servir, ça va se mettre, mais l'effort général sera gaspillé. D'expérience, c'est peut-être le dernier mot en ce qui me concerne. Pour faire des réformes ou des transformations de fond, il faut accepter 3 choses. Il faut intégrer 3 paramètres. Beaucoup de travail. Il faut mouiller la chemise. Pour faire de la vraie transformation, de vraies réformes, il faut accepter 3 choses. D'abord, c'est beaucoup de travail. Il faut mouiller la chemise. Deuxième chose, fatalement, on va déranger un certain nombre d'intérêts en interne ou dans l'écosystème. On va se faire des ennemis. Mais le plus grave n'est pas ça. C'est que les fruits des réformes sont très longs. Et souvent des gens très intelligents. Il n'y a pas des gens plus intelligents que d'autres dans la haute administration publique. Ils vont faire ce calcul rapide. Je vais travailler comme un con. Je vais me faire des ennemis. Et puis que celui qui va me succéder va venir cueillir les fleurs. Donc autant faire des colloques, faire des séminaires, faire des jolis PowerPoint, etc. Et puis on passera les 4 ou 5 années. Je crois qu'il faut un peu plus d'engagement, bien sûr. Quelque part, je me dis que le service public suppose un peu, sinon beaucoup, de militantisme. Si on n'a pas cet aiguillon, il faut aller faire autre chose. Bien. Donc, avant de faire la synthèse, je me retourne vers la salle pour enrichir ce débat. On souhaite la bienvenue à Monsieur le Président, qui voulait... merci. Béchir, Donc, oui, Béchir, si tu permets juste une seconde pour terminer, parce qu'on parle de la digitalisation, il y a un gros problème quand même, c'est que les bases de données, chaque administration a les siennes, il y a un refus de partage des bases de données. Et là, il y a un refus d'avoir les chiffres. Maintenant, c'était juste pour... En fait, tout à l'heure, je ferai une synthèse. Parmi les éléments, c'est le manque d'intégration qui intègre aussi la multiplicité des bases. Mais il y a des avancées dont Omar Faraj peut nous parler et qui ont permis justement de rendre certains services plus faisables, notamment au niveau digitalisation. Mais on va peut-être commencer... Vas-y. Je crois qu'il faut partir du dernier discours royal. La commande était claire. Il faut interdire aux administrations de demander un papier qui existe en back-office chez eux. C'est tout. À partir de là, il faut que les uns puissent s'ouvrir les uns sur les autres pour que l'utilisateur, le client, puisse avoir un accès à un service en toute transparence. Il ne sait même pas dans quelle administration elle est. De bout en bout, il doit avoir. Et je crois que ça sera une révolution profonde dans notre Tout à fait. Maintenant, pour ouvrir quelque chose, il faut l'avoir. Il faut se poser la question, est-ce que les différentes administrations sont matures, réellement matures au niveau du système d'information? Ça, c'est un autre débat. Bien. Il y a une demande de parole à droite. Je m'appelle Saïd Hlouj, je suis architecte et très content, vraiment. Merci à tout le monde, merci à ce panel, merci aux représentants de l'entreprise. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'entrepreneurs versus administration dans une salle, un petit peu pour défendre un peu nos intérêts. Ma question, ou plutôt un constat, est beaucoup plus pour Omar Faraj, et merci pour son franc-parler.
Merci aussi de ce réveil matinal qui chaque jour se dit « je suis entrepreneur, donc je suis actionnaire d'une entreprise ». Et je voulais juste lui parler du secteur dans lequel je suis, c'est-à-dire celui du bâtiment, qui est en train en ce moment de vivre une très grande crise, et comment encore l'administration fiscale tient compte de ce référentiel qui est complètement obsolète aujourd'hui, c'est-à-dire le référencement du bâtiment. Comment, à l'heure de cette crise où on voit les prix s'effondrer, et le contribuable encore en train de courir les administrations pour justifier qu'il est en concurrence et qu'il ne peut pas tenir compte de ce prix? Et première question. Deuxième, c'est comment ça se fait qu'à l'heure où justement nos administrations sous-traitent, l'exemple a été donné par rapport à l'office d'échange versus les banques qui aujourd'hui libèrent les choses, on puisse encore une fois contrôler le contribuable alors que c'était à la banque de faire ces déclarations. Nous le vivons encore. Voilà, et je vous remercie. La dernière question, c'est qu'aujourd'hui, le contribuable se fait contrôler par le fisc, et ce n'était pas à lui de se faire contrôler, c'était à la banque, c'est-à-dire le déclarant. C'est la banque, c'est comme le patron qui déclare ses employés. Et on voit encore le contrôle se diriger vers le contribuable, le contrôle fiscal. Voilà, et je vous remercie. C'est Mehdi. Mehdi Kteni, je dirige la commission digitale et technologie de la CGEM. Donc évidemment, on est fan de ce discours franc et sincère, et effectivement, tous les matins, on se réveille tous en se disant comment on peut entreprendre plus facilement. Alors, soit on le prend globalement en disant effectivement, il y a les trois bonnes raisons qui font que l'administration n'innove pas, mais on peut se dire aussi, il y a quelques cas concrets, quelques quick wins qu'on n'a pas encore appliqués. On parlait de l'exemple de la vignette qui est magnifique. On a tous perdu des milliers de jours, et monsieur le directeur général des impôts disait aussi que l'administration perdait des milliers de jours à faire ce travail. Il y en a d'autres. Et le discours de Sa Majesté sur la dématérialisation, il est fondamental. Et comment on fait pour le mettre en œuvre maintenant? C'est quand même pas dur. Les coffres-forts électroniques, la Poste est agréée, le fait. Il n'y a rien à faire pour les mettre dedans. Faisons. Pourquoi on ne fait pas? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il y a les trois bonnes raisons, c'est vrai, mais il ne se passera pas suffisamment de temps pour que ça ne se fasse pas. Donc ça, c'est la question. Pourquoi on ne fait pas? Par exemple, les documents dans un coffre-fort. Par exemple aussi, les timbres fiscaux, monsieur le directeur général des impôts. Pourquoi on ne dématérialise pas les timbres fiscaux? C'est compliqué? Les timbres fiscaux. Ouais, les timbres fiscaux dématérialisés, c'est déjà... C'est du papier. C'est déjà fait. Non, mais il y en a toujours qui se promènent. Hein. Ouais. C'est pas les vôtres. C'est ceux des autres, alors. Ouais. Devant, le micro devant. Je suis El-Hababi, directeur d'une société de voyage. Le sujet du panel est administration au service de l'entreprise. Ce que tous les Marocains aujourd'hui ne comprennent pas parce qu'ils ont toujours peur de l'entreprise. Quand on va à l'entreprise, on a peur de ce qui va se passer. On a peur des réclamations. On a peur de va chercher ce document, va chercher celui-là. Alors si vous voulez faire quelque chose dans l'administration, il faut prendre un congé d'une semaine pour aller avoir un papier. Je voudrais féliciter M. Farage parce qu'on a eu l'occasion de discuter avec ses collaborateurs et on a trouvé des portes ouvertes. Mais malheureusement, les portes ouvertes, ce n'est pas dans tous les secteurs. Les administrations, on a l'impression que chaque administration travaille pour elle-même. Il n'y a pas de concertation dans l'administration. On voit dans le tourisme, par exemple, l'aérien est d'un côté, l'Office du tourisme de l'autre, le ministère du tourisme de l'autre, les professionnels sont dans notre secteur. On n'arrive pas à développer un secteur comme le tourisme, qui est le premier contributeur en devises pour le Maroc pratiquement, à dire aujourd'hui, il faut que ça soit entre les mains de quelqu'un de fort, qui puisse faire la publicité, le transport aérien, le transport maritime, l'investissement touristique dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, on dit à Marrakech, il ne faut plus investir. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut investir ou ne plus investir? Il y a des zones où il y a des possibilités extraordinaires.
et on ne parle que de Marrakech et encore de Casablanca dans l'état où elle est. Casablanca, on ne peut plus amener un touriste, on le met à la place Mohamed V, il se fait agresser toutes les 5 minutes. Que faire de ce tourisme qui est quand même très important? Vous le savez très bien, c'est 80 milliards en devises, c'est beaucoup d'argent dans le chiffre, c'est 500 000 emplois. On a prévu pour l'année 2020 20 millions de touristes, nous sommes en 2017, on n'en a pas 12. 12 avec tous les Marocains, bien sûr. Je crois que c'est quelque chose où tout le monde doit se concerter, transport aérien, investissement, banque, tous les éléments qui peuvent exister pour faire de ce tourisme quelque chose d'important dans ce pays. Donc décloisonnement des administrations en charge. Les cloisonnements des administrations, vous allez demander un papier, l'autre vous dit allez à tel endroit, l'autre vous dit allez à tel endroit, et c'est grave, une perte de temps extraordinaire. Micro à côté, s'il vous plaît. Alors, Boussena Iraqi, moi, j'ai parlé d'un cas très simple d'une entreprise, d'une PME qui importe beaucoup, qui a affaire beaucoup aux banques pour le commerce et aux administrations qui sont en rapport avec l'importation et la santé. Comment se fait-il, moi je pose la question, qu'au Maroc, on n'arrive pas à trouver un organisme qui centralise toute la data des entreprises? Bon, je reprends ce qu'a dit M. Farage tout à l'heure, et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous féliciter parce que depuis qu'on a la dématérialisation et qu'on a la télédéclaration, nous avons gagné de l'argent. Parce que nous avons d'abord, parce que le Maroc, nous avons le phénomène du coursier. Ça semble rien parce que ce n'est pas nous qui faisons la queue pour aller payer la vignette ou pour aller à la telle perception. Moi, j'ai un réseau de magasins sur tout le Maroc. Dans chaque ville, il fallait envoyer un coursier, etc. C'est des salaires, c'est des CNSS, c'est des coûts énormes. Avec la dématérialisation, c'est quand même de l'argent que nous avons gagné. C'est indéniable. Comment se fait-il que dans d'autres administrations, le Maroc veut se mettre aux normes internationales, où il veut appliquer des accords internationaux? Il s'impose des nouvelles réglementations et il demande des autorisations. Et il met en place des agences ou des départements de l'administration qui ne sont pas dotés humainement. Et ces gens qu'il met ne connaissent pas toutes les procédures. Et aujourd'hui, on a des administrations où il y a des blocages énormes, où quand vous allez, on ne vous dit pas en 25 jours on va vous répondre, on vous dit le dossier est perdu, revenez, repayez, re-enregistrez. Et ça, je vous assure, c'est du quotidien. C'est pas, alors que ce matin, nous avons entendu le Premier ministre, M. Guillory de la Géorgie, qui a dit que dans son pays, qui était le pays le plus corrompu parce qu'il y avait justement des redondances dans les administrations. Plus il y a de complications, plus il y a des raisons de créer de la corruption. Bon, ça, c'est pas, on ne va pas le redire. Ils ont créé une agence qui est une interface entre toutes les administrations et le citoyen. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand une administration demandait 17 documents, maintenant qu'il y avait une interface, elle en demandait 3. Et quand un citoyen devait faire le parcours du combattant, faire le tour de 4 ou 5 administrations pour avoir une autorisation, il passait 10 minutes dans cette agence. Pourquoi? Parce qu'on a mis une interface entre l'administration qui sont des techniciens et la personne qui est au comptoir en face du citoyen. Il a une demande spécifique, il a un travail spécifique à faire. Pourquoi un pays où il y avait 4 millions d'habitants a pu faire ça? Bon, ce n'est pas le nom, mais aujourd'hui, quand même, le Maroc est doté de compétences, doté d'administration, doté de structures. Pourquoi on n'arrive pas chez nous à centraliser cette data? Il n'y a pas de blockchain, d'information, il n'y a rien. Et c'est vrai, ce que disait M. Barrage, je vous assure qu'on fait des dossiers dans une administration, on refait le même dossier dans un autre département de cette administration, et c'est du quotidien pour les administrateurs. Donc ça, pour le climat des affaires, il a raison. C'est pas moi, je ne veux pas être noté dans Doing Business, moi, je veux du résultat et je veux gagner du temps en tant qu'entreprise. Doing business est une conséquence, c'est pas ça la base. C'est-à-dire quand on fait bien les choses, on est bien classé et on le reste de manière pérenne. Quand on le fait juste pour ça, ben, l'année suivante, on est dégradé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Donc on revient au panel pour la conclusion. Très rapidement, on a retenu qu'on part d'une situation de manque de confiance mutuelle entre les deux, que l'entreprise a peur, pour utiliser le terme qui a été avancé, a peur d'aller vers l'administration, ou que l'administration vient vers l'entreprise,
tout cela s'explique c'est-à-dire l'une des raisons, c'est aussi le cloisonnement entre les administrations et le manque d'intégration et d'interconnexion entre les administrations, qui se traduit au final par un manque de satisfaction par rapport à la qualité du service. Et ça entraîne tout un ensemble de comportements, y compris celui de fuir le formel pour aller vers l'informel. On a des exemples qui ont été donnés pour permettre de fluidifier. Donc on a une situation qui est assez critiquée de part et d'autre. Et les enjeux, c'est les enjeux de développement. Nous avons une situation où les attentes des citoyens sont énormes. Et nous avons besoin d'un développement à un niveau autrement plus soutenu et plus durable que celui que nous avons aujourd'hui. Les moyens que nous mettons devraient produire beaucoup plus, puisqu'on a parlé de l'investissement public, devraient produire beaucoup plus d'effets sur cette dynamique de développement. Elle ne le produit pas à cause notamment de ce cadre de l'administration et de la gouvernance publique et l'impact sur même le comportement des entreprises, et que le changement ne pourrait pas se faire sans qu'il y ait une implication à haut niveau, donc au niveau du politique et donc au niveau du gouvernement et de l'État d'une manière générale. Il faut que tout cela soit dans une vision bien comprise et qui passe par le court terme, c'est-à-dire même en étant dans un cadre ISO législation, comment est-ce qu'on peut mieux exploiter et avoir des résultats en simplifiant la simplification des procédures, à commencer par la publication et l'opposabilité de tout ce qui est en place, pour aller vers une digitalisation et je terminerai avec l'obligation de l'administration de ne pas avoir recours à demander un document ou une information qui est chez une autre administration, c'est-à-dire qui est chez l'administration avec un grand A. Donc c'est une des recommandations qui était dans le rapport de la gouvernance des services publics du CESE. Il faut que ce soit par la force de la loi. Et même s'il faut laisser un temps à définir aux administrations pour s'organiser autour de ça, il faut que ça soit défini dès le départ. Donc voilà, pour résumer un peu de manière très synthétique le contenu de nos débats. Je ne sais pas si nos panélistes veulent rajouter quelque chose. Oui, il y a une réponse qui était adressée à Monsieur le Directeur Général des Impôts concernant le référentiel et l'actualisation. Là encore, il y a des propositions qui sont notamment au niveau du CNEA pour que ça soit dans un cadre de gouvernance publique-privée et faire évoluer ce référentiel. Où est-ce qu'on en est de cette démarche? Alors, je rappelle que le référentiel a été demandé par les opérateurs dans le cadre des assises. Les actes des assises sont là. Ce n'est pas une initiative propre de l'administration. Donc il a été mis, moi je l'ai trouvé. Il a été généralisé. Maintenant, il y a deux grands sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler avec la conservation foncière. Le premier, c'est que chacun a son référentiel. On va, avant la fin de l'année, sortir un référentiel commun pour que les entreprises ou les gens, en fait les contribuables, ne soient pas ballottés entre deux logiques différentes. Deuxième chose, c'est que le référentiel n'a pas pour vocation de faire le marché. Ce n'est pas ça, c'est pas l'administration qui fait le marché. Le référentiel doit refléter à un certain moment l'évolution du marché. En plus ou en moins, on est en train justement de trouver le système pour l'indexer, pour que ces problèmes, on le fera non seulement entre deux administrations, mais avec
l'ensemble des partenaires concernés. Et d'ailleurs, je rappelle que même maintenant, le référentiel est fait avec la fédération, avec les notaires, avec un certain nombre de méthodes. Mais je suis d'accord, tout à fait d'accord que un référentiel de l'administration qui fait le marché est une ineptie économique majeure. Merci à tous, merci pour nos panélistes et merci pour les participants d'être d'abord restés jusqu'à cette heure tardive et d'avoir été interactifs avec le sujet. Merci et l'université continue.